Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle vidéo qui va porter cette fois-ci sur l'examen pédiatrique, la partie anamnèse et clinique de l'examen pédiatrique. Je vous invite à voir la première vidéo qui portait sur le triangle de l'évaluation pédiatrique. Allez voir la vidéo, hein, elle permet une meilleure compréhension de celle-ci. On verra donc l'examen complet et l'évaluation de la douleur. Donc après le triangle de l'évaluation pédiatrique, c'est-à-dire l'aspect général, le plan respiratoire et la coloration cutanée, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, s'attarder sur l'anamnèse. L'anamnèse, c'est-à-dire poser les questions sur le pourquoi du motif actuel. L'enfant peut tout à fait expliquer les choses très clairement, ça peut être l'entourage, des proches, la famille, les parents, mais voilà, il faut s'attarder sur l'explication, l'histoire de la maladie. Et l'histoire de la maladie et la prise en charge du patient est complète et se doit d'être complète avec, pour moyen mémotechnique, pour ne pas oublier les choses, le moyen mémotechnique qui s'appelle SAMPLE en anglais, pour les signes et symptômes, donc le S, le début des symptômes, en vous rappelant du ABCDE, donc airway, breathing, circulation, etc., etc. Ensuite, s'il y a la notion d'allergie et la prise de médicaments, habituellement, et quelle est la dernière prise? Parce que peut-être que le patient, le jeune enfant, ne prend pas de médicaments comme la plupart des cas, et a pris dernièrement du paracétamol parce qu'il avait de la température. Donc vous savez qu'il a pris du paracétamol parce qu'il avait de la température. Donc il faudra considérer, même si vous ne trouvez pas de température ou de fièvre, que l'enfant était fébrile. Il faut regarder aussi le passé, donc le P pour passé, c'est les antécédents. Comment s'est déroulée la grossesse? Est-ce que le petit est à jour des vaccins? Tous ces éléments, vous pouvez les retrouver dans le carnet de santé, donc impératif à checker. Ensuite, last food. Bon, c'est mal traduit de l'anglais, mais il faut aussi connaître l'heure du dernier repas, de la tétée, et plus généralement de savoir comment ça se passe. Si la tétée est suffisante ces derniers jours, si l'enfant mange assez, si l'enfant régurgite, etc. Très important, qui de plus est, s'il y a besoin d'une chirurgie, ce sera impératif de savoir l'heure du dernier repas. Et enfin, et surtout, l'événement actuel, s'attarder sur la chronologie des événements et avoir un esprit critique. Parce que si on s'aperçoit que l'histoire est mal tournée, qu'il manque des explications, que le parent ou l'accompagnant est un peu fuyant ou s'étale sur d'autres détails qui n'ont aucune importance, il faudra émettre l'hypothèse d'une éventuelle maltraitance. Bien, alors comment faire l'examen complet de l'enfant? Mais il faut faire de la tête aux pieds pour ne rien rater. On regarde l'aspect extérieur, les vêtements, s'il y a des taches, l'odeur. Là, c'est juste vraiment l'aspect extérieur. On n'a même pas déshabillé l'enfant encore. Et tout ça, ça peut nous orienter vers beaucoup de choses. S'il y a une odeur d'alcool sur les vêtements de l'enfant, c'est pas normal. Peut-être qu'il y a une maltraitance. Ou même des toxiques, tout simplement, qui peuvent expliquer les symptômes. Ensuite, il faut regarder la peau pour éliminer une éruption cutanée, le fameux purpura, s'il y a des traces de morsure ou des traces de cigarettes appuyées, bref, plein de choses à regarder. Au niveau de la tête, rappelez-vous que le ratio tête-corps est très important chez l'enfant. Il naît avec, on peut dire, une grosse boule et puis un petit corps. C'est vraiment la très grosse tête et le petit corps. Et il faut regarder aussi et surtout les fontanelles. Vous voyez sur les images, de gauche, il y avait une fontanelle bombante avec l'enfant qui est dans les bras, et à droite, une fontanelle qui est complètement plate, creusée, déprimée, qui est un signe de déshydratation. Pour la fontanelle bombante, je ne vous l'ai pas dit, mais ce sont des signes d'hypertension intracrânienne. Ça peut être aussi méningite ou un hématome sous-dural. Regardez aussi attentivement les yeux en descendant. Est-ce qu'ils sont bien réactifs? Est-ce que l'enfant suit du regard? Et comme sur l'image, est-ce que c'est un signe du coucher de soleil?
auquel cas il faudra faire impérativement un scanner cérébral. Regardez le nez aussi. Est-ce qu'il y a un battement des ailes du nez pour des troubles respiratoires? Est-ce qu'il n'est pas tout simplement obstrué, puisque le jeune enfant ne respire, le nouveau-né ne respire que par le nez, auquel cas il faudra faire un lavage. On peut discuter éventuellement d'une aspiration dans certains cas. Et pour les oreilles et la bouche, on va regarder les écoulements. Rappelez-vous que un liquide transparent, sans rhinorée franche, c'est-à-dire sans écoulement un peu purulent, qui pourrait nous évoquer une rhinite par exemple, doit faire évoquer une fracture de la base du crâne dans le contexte de traumatologie, puisque c'est du LCR à ce moment-là qui s'écoule. Et dans la bouche, regardez s'il y a des traces de sang, l'aspect des dents qui peuvent être déplacées. Et pour la bouche, il y a aussi l'haleine qu'il faut regarder. Si l'haleine est un peu acidulée de pomme, on évoquera une acidocétose. Et enfin, le dernier, le cou. Surtout la tonicité du cou pour voir l'évolution naturelle de l'enfant, le développement de l'enfant, qu'il soit correct, mais aussi l'absence ou la douleur de la flexion du cou d'orienter vers une méningite. Et quand on regarde les jugulaires, ça peut nous orienter, si elles sont vraiment très très prononcées sur le plan traumatique, une tension, c'est-à-dire un pneumothorax ou une tamponnade. Maintenant qu'on a regardé tout ça, il faut regarder le thorax, le dos, l'abdomen et encore les membres. Sur l'aspect général, encore une fois, on regarde les taches, les plaies, les ecchymoses, les éruptions cutanées, et ici on peut voir un signe de la ceinture. Bien sûr, il faudra palper aussi le ventre, voir s'il n'y a pas de rate, donc les hypocondres, le signe du guidon, etc. Palper les reliefs osseux, les clavicules, le sternum, les côtes, mais aussi la palpation permet de faire un temps de recoloration cutanée pour la bonne perfusion périphérique. L'abdomen, encore une fois, est-ce qu'il est gonflé, est-ce qu'il défend, sachant que il peut être assez distendu puisque le petit qui crie énormément et parfois peut ingérer de l'air énormément à tel point que ça distend l'estomac et ça vient donner un aspect un peu de défense ou de gonflement abdominal. Et bien sûr, les articulations. Est-ce que le mouvement est bien symétrique? Est-ce que les pouls sont bien perçus? Bref, il y a plein de choses à examiner chez l'enfant. Et enfin, je voulais parler un petit peu de la douleur. Il faut bien évaluer la douleur qui peut être majorée simplement en cas de stress ou d'anxiété, ou même selon les pathologies de l'enfant. Et souvent, les douleurs sont moins traitées que l'adulte. Pour les mêmes douleurs en fait. Pour la même prise en charge ou les mêmes gestes douloureux, l'enfant est moins souvent pris en charge pour la douleur. Bref. En plus, les cris peuvent perturber la prise en charge. Des fois, il reste incessant et même non consolable. Bref, il faut vraiment la traiter. Comment faire? Vous connaissez le paracétamol, 15 mg par kilo, toutes les 6 heures, mais c'est bien de le rappeler aux parents. Ensuite, on va monter tout de suite très fort, très efficace pour la morphine par exemple. 0,1 mg par kilo en 5 minutes. On peut utiliser aussi un gaz qui est pas du tout invasif. On pose juste un petit gaz et puis on peut dissiper un petit peu le stress de l'enfant en expliquant qu'il va porter un super masque de guerrier ou de dragon avec la fumée qui s'échappe. Bref, on peut essayer le méopa, c'est relativement efficace et puis l'enfant est très répondeur. Maintenant, encore une fois, on va monter en puissance s'il y a besoin de faire des gestes très douloureux, comme réaxer une articulation, une jambe, etc. Il faudra une sédation et une ontalgie très forte. On peut utiliser la kétamine, donc 0,5 mg par kilo en bolus, ce qui est une dose, ma foi, plutôt importante. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est pas la peine de tester. Et gardez en tête les contre-indications comme les troubles neurologiques, les psychoses, puisque ça augmente les hallucinations, et les troubles respiratoires. Donc on met toujours au moins des lunettes à oxygène pour l'enfant, voire un masque à oxygène s'il devait désaturer. Et on peut utiliser aussi le midazolam à 0,5 mg par kilo ou le diazépam à 0,5 mg par kilo. Si vous avez un doute, bien sûr, regardez dans le Vital. Et voilà, on est déjà arrivé à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.
Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, de mettre un pouce bleu, ça encourage le travail qui est fait par derrière. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos petits patients.